On se retrouve aujourd'hui vendredi, on est ici, en tout cas pas ailleurs, n'allez jamais ailleurs, restez ici. C'est ici le cadre d'analyse, en tout cas c'est ici. Nous vous avons promis depuis quelques jours, à chaque début de l'émission, nous allons lire au moins un article de la Constitution. Notre Constitution, notre expression sociétale, le pacte républicain que nous avons, la Constitution, votée en 2006, qu'on a touché en 2011, la Constitution. Et aujourd'hui, nous lisons l'article 52. Tous les Congolais ont droit à la paix, à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes contre l'État congolais ou tout autre État. Là, c'est la Constitution. Je crois que vous comprenez pourquoi, à travers cet article, on n'encourage pas ce comportement qui consisterait à prendre les armes contre son État ou contre notre État. Et curieusement, nous avons des Congolais qui ont pris des armes contre leur pays. Hélas. Mais il fallait creuser cette fois-là. Je sais qu'il y a d'autres dispositions qui disent, et d'ailleurs le Parlement, l'Assemblée nationale, dernièrement, avait sanctionné un truc comme ça, comme pour énumérer les sanctions qui reviendraient, qui conviendraient à toute personne qui prendrait les armes contre son pays. La Constitution. Merci. Soyez ici, n'allez jamais ailleurs. Nous devons réfléchir. Nous devons parler de notre pays, c'est ici. Nous commençons par les informations et nous allons aborder finalement notre question d'analyse. En rapport avec la sécurité, en rapport avec cette disposition que nous avons lue d'ailleurs, le secrétaire général Augustin Kabouya, lors de sa matinée politique, il a essayé d'expliquer maintenant les combattants de l'UDPS, de se tranquilliser, de s'engager dans ce que le pays a aujourd'hui comme défi, la guerre à l'Est. Il a interpellé chacun, membre de l'UDPS bien entendu, de rester plutôt serein que d'amener des distractions, parce que le chef de l'État, qui, même si on ne sait pas le dire de manière claire, mais on sait que c'est un produit de l'UDPS, il ne faudrait pas qu'il connaisse des distractions par le parti en cette période où le pays est attaqué. Il est concentré à comment trouver solution à cette question de l'Est. Et simplement parce que il y a eu appel par un autre cadre de l'UDPS, ici le docteur Eteni, qui voudrait maintenant organiser une matinée, une rencontre politique pour lui réfléchir sur la bonne marche du parti. Et le secrétaire général Augustin Kabouya a dit c'est une distraction et il ne faut pas en vouloir à Eteni. Suivons d'abord Augustin Kabouya. Botikala disciplinaire parce que nayoki botangi de konabiso Eteni ngana koyebisa bino que Bolek Satan na bino kunate. Bolek Satan na bino kunate. C'est un innocent au babemisi munduki mais ayebi objectif ya munduki wanate. C'est un innocent. IDPS viva. Même entourage naye. Nazana information nyonso. Aza hotel ya mukanda wanate. Mais il y a signé à signer. Même l'entourage n'a pas reproché na iloko wana. Mais iloko na ekoloba. Les places il y aura des moments où nous allons traverser des zones de turbulence. Na bino yango toza kokende.
Tant on a joué, Sabino, que toi, tristé, mon konzambokate. Puisque le président est très concentré dans la situation où il y a guerre, où il y a Salemana Est. Le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, n'a pas le temps. Il y a Ayo Kalisusu qui n'a parti où il y a Yemoko Moboulou Ezali. Pourquoi on a lobby que Aza innocent? Bato Basali Mukandwana Bamiyebi. Démarche peut Bazako poursuivre Bayebi. Naza au courant ya Babiloko Nyonsoan. Et Kosuka Kaka Ndenge Wanate. Même dans le mois de septembre, dans la rentrée parlementaire, pas pour manipuler peu Bamoussous. Pour Bassa la Niniwan. Mais, partout, il faut faire la bataille. Voilà, nous avons suivi. Là, c'est dans le cadre du parti IDPS. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, je pense jusqu'ici l'appellation n'a pas changé, a été présenté au haut commandement militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que vous savez, hier c'était Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui on a Guy Monanvita. Alors c'est comme le ministère de l'Intérieur aussi. Lorsqu'un ministre de l'Intérieur revient, nous avons parlé hier, souvent il va dans une cérémonie qu'on appelle la prise d'armes. On les présente devant la police. Et Jacques Chabani a été aussi présenté hier devant la police. Mais ici, Guy Monanvita aussi a été présenté au haut commandement militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, a été présenté ce jeudi 4 juillet 2024 par le chef d'état-major général de FARDC au haut commandement militaire. La cérémonie a eu lieu au grand quartier général des forces armées au camp lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Le chef d'état-major général a mis cette occasion à profit pour présenter la situation générale d'armée au vice-premier ministre. Guy Kabombo Modianvita a dans sa déclaration exprimé sa détermination et celle de l'ensemble du gouvernement à apporter des solutions idoines aux problèmes de l'armée. Il en a profité pour rappeler le militaire des FARDC à l'abnégation, au sens élevé du patriotisme et à la discipline pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays et la récupération des espaces aujourd'hui sous le contrôle de l'ennemi. Des informations. Au Sénat, un problème se pose aujourd'hui. Hier aussi, nous vous avons parlé. Ici, on s'est navigué, on s'est anticipé même les informations. Nous vous avons dit hier, même bien avant-hier. Il y a une créance au Sénat aujourd'hui de 3 millions de dollars américains. 3 millions de dollars américains. Mais les sénateurs, les anciens sénateurs, pour leurs indemnités, chaque sénateur reçoit au moins 750 000 dollars américains. Or, le circuit bancaire, vous imaginez 750 000 dollars américains par sénateur, mais cela hors le circuit bancaire. On aurait surpris même un autre ancien président, c'est lui qui a remplacé Modeste Bahati, il s'appelle encore comment, Sangouna, je pense, et Moussaï. Devant l'argent, beaucoup d'argent là, il était en train de récupérer. Nous imaginons ce que c'est par rapport à son montant. 750 000 dollars américains. Et lorsqu'on a ce cas, et qu'on va à l'Assemblée nationale, suivre ce que Cameroun nous avait dit la fois passée par rapport n'est-ce pas, aux émoluments d'un député, il a dit on a rabattu cela à 5 000. Non. Vous nous jetez de la poudre aux yeux. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que regardez au Sénat ici, ça ne respecte pas le circuit bancaire. C'est comme ça qu'on parle souvent des invisibles. L'argent, effectivement, pour les députés, c'est ces invisibles-là. Pour les parlementaires, si vous voulez. Et donc, il y a toujours beaucoup d'argent.
on va vous faire semblant de vous faire croire comme si un député ne touche rien, mais en réalité, il touche beaucoup. Mais à ce moment-là, si les députés, si les parlementaires mentent, et qui sont censés maintenant élaborer les lois, et qui sont censés, en tout cas, contrôler l'exécutif, si le parlementaire doit mentir sa population, est-ce qu'on peut espérer quelque chose de bien demain dans une telle société? L'argent au pays, aujourd'hui, tout agent, toute personne reçoit ce que l'État lui donne par la voie bancaire. Mais comment pour les sénateurs, ils reçoivent l'argent par un autre circuit qui est hors la voie bancaire? Et donc j'imagine que même les députés recevront et continuent peut-être à recevoir l'argent hors la voie bancaire. Par la voie bancaire, on va vous exhiber ce salaire de 5 000 là. Et vous allez dire, ah oui, effectivement, les députés ne reçoivent que 5 000, et voilà. Mais en réalité, c'est au-delà de ça. C'est déplorable lorsqu'on constate des cas comme ça. Alors, nous avons deux questions d'analyse aujourd'hui. La première, c'est en rapport toujours avec la question de l'Est, mais ici avec une certaine spécificité parce qu'il y a des points. Le premier point, c'est que le Conseil de sécurité venait de lancer l'embargo au mois d'une année jusqu'au 1er juillet 2015 contre les armements non gouvernementaux vers la République démocratique du Congo. Et cela concerne bien entendu les groupes armés. Et je veux vous démontrer à travers cette analyse que ce vote dans l'unanimité du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une façon de se moquer de la République démocratique du Congo. Premier point. Deuxième point, on parlera d'une fameuse trêve voulue par les États-Unis pour que les deux armées, ici l'armée de la République démocratique du Congo, et cette agression, la rébellion, si vous voulez, pour les gens qui ne comprennent pas qu'il s'agit de l'agression, le M23, de tempérer un peu pour faciliter ce qu'ils nomment ici la trêve humanitaire, afin d'aider, bien entendu, la population. Mais ils disent, le Rwanda et la RDC ont exprimé leur volonté. Ça veut dire qu'ils ont accepté. Et donc, à notre terme ici, Pascal vous dira, il s'agit alors, cette fois-là, la compréhension est claire, la guerre, c'est entre la RDC et le Rwanda. Et là, c'est les États-Unis. Troisièmement, nous parlerons maintenant des gels par l'Union européenne à l'égard du Rwanda du montant de 20 millions de dollars américains que l'Union européenne a commencé, déjà envoyé au Rwanda pour appuyer son armée, mais maintenant, cette fois-ci, on gèle. Il y a des débats, il y a des discussions, il y a des États qui sont mécontents, entre autres ici la Belgique, qui réclame des sanctions contre le Rwanda, parce que visiblement, le Rwanda appuie le M23. Pascal. Et, en fait, quand nous allons maintenant analyser la question toujours de la guerre, cette fois-là, le volet de l'opposition en République démocratique du Congo, qui voudrait que, à travers le PPRD, nous avons suivi son secrétaire permanent, Ferdinand Kambere, qui dit qu'il est important aujourd'hui que le chef de l'État convoque un dialogue national sur la question de l'Est pour qu'on trouve solution à la question. Kambere, mon frère. Voilà, c'est autour de ça que nous allons analyser. On commence. Le Conseil de sécurité lance l'embargo jusqu'au 1er juillet 2025 contre les armes non gouvernementaux vers la République démocratique du Congo. En d'autres termes, chers frères, le Conseil d'État affirme que il y avait des États du monde que lui, le Conseil, connaissait, qui envoyaient des armes
aux groupes armés pour faire la guerre en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, à ce stade, le Conseil de sécurité souhaite qu'on suspende cette aide-là, cet appui aux groupes armés pendant une année. Mais je pense que ce n'est pas logique aussi. Je ne crois pas que les armes que vous envoyez viennent directement chez les groupes armés. Les armes vont auprès des États qui nous font la guerre. Et ici, dans votre résolution, vous n'avez pas interdit l'importation des armes par l'Ouganda, l'importation des armes par le Rwanda. Ces deux pays vont continuer à importer les armes et à leur niveau, ils vont les distribuer finalement aux groupes armés pour nous déstabiliser. Et c'est cela l'agression. Parce que ces groupes armés, entre autres ici le M23, sont les produits, ces groupes armés. Les ADF, c'est le produit de l'Ouganda. Le M23, c'est le produit de l'Ouganda et du Rwanda. Les véhicules qu'ils ont, posez-vous la question, sont des véhicules de l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Lorsqu'ils sont sur le sol congolais, visiblement, nous voyons les militaires tombent, les Rwandais tombent, ils ont les indices de l'armée rwandaise. Il n'y a pas un secret là-dedans. Et donc ici, Pascal constate à travers cette résolution du Conseil de sécurité, qui a été votée d'ailleurs dans l'unanimité, je constate que le Conseil de sécurité est souvent suffisamment informé, mais depuis toujours incapable de prendre une quelconque disposition pour interdire. Soit elle était complice pour que ceux qui envoyaient des armes en République démocratique du Congo, sans passer par le gouvernement congolais, ou bénéficier de la protection du Conseil de sécurité qui savait comprendre et depuis longtemps ne le disait pas. Même pour l'OTAN accordé, pourquoi dire jusqu'au 1er juillet 2025? Pourquoi le délai simplement d'une année? Et après? Après, ils vont continuer. Vous allez accepter qu'ils continuent après 2025. Vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas sincère. Mais face à nous autres qui savons naviguer dans les temps, qui savons voir ce qui va arriver 10, 5, 10, 15 ans, 20 ans après, vous ne saurez pas nous dribbler. Nous serons à mesure de les dénoncer bien à temps pour que le monde entier s'y comprenne. Comme si cela ne suffisait pas. Maintenant, on va activer du côté maintenant des États-Unis. Et l'analyse, mon analyse, prend son sens. À travers maintenant l'appel du gouvernement américain sur le Rwanda et la République démocratique du Congo afin d'obtempérer une trêve humanitaire. Cette trêve humanitaire simplement pour permettre, selon maintenant la logique du gouvernement, en tout cas américain, la population victime maintenant de cette guerre, cette population qui a connu des déplacements, puisse bénéficier d'une aide humanitaire. Et pendant ce temps, il faut maintenant créer une trêve. Mais ce n'est pas possible. Maintenant, ma curiosité, ma question, une question questionnante d'ailleurs. Pourquoi le Rwanda? Pourquoi ne pas parler de M23? Parce que s'il faut considérer que la République démocratique du Congo ne fait pas la guerre avec le Rwanda, vous n'allez pas, les États-Unis n'allaient pas demander la trêve entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les Américains demanderaient la trêve entre la République démocratique du Congo et le M23. Donc ici, c'est une acceptation tacite que c'est le Rwanda qui fait la guerre en République démocratique du Congo. C'est clair. Mais à partir du moment où il n'y a plus de doute, que dit alors expressément et clairement la fameuse communauté internationale, le fameux Conseil de sécurité, la fameuse ONU?
C'est comme ça que j'ai toujours dit, ne faites pas confiance à cette ONU. Question de voir comment les grandes puissances, les autres pays se comportent face à cette ONU. Vous pouvez prendre, elle peut prendre ses résolutions. Vous pouvez comme État plutôt, vous opposer à l'application de ces résolutions. Souvent, c'est rien. On a sanctionné quelques temps passé ici ceux de Kabila, non, l'argent, ainsi de suite, qui est mort. Ils sont là. N'ayons pas peur. Pour les intérêts de notre pays, je crois que nous devons accepter et nous devons être très déterminants. Et donc, ici, on nous fait comprendre effectivement, s'il y aura trêve, s'il y aura un temps mort sans que les armes... Donc, il faut cette fois-là avoir l'avis du Rwanda et l'avis de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas l'avis du M23, parce que le M23 n'est que dépendant du Rwanda. Ainsi, le message des Américains à votre égard. Est-ce que vous avez compris comme Pascal? Troisièmement, on est à l'Union européenne. Il y a quelque temps, l'Union européenne avait conclu un accord avec le Rwanda, l'accord d'appui à son armée. Au moins par an, 20 millions de dollars américains seraient un don, un appui de l'Union européenne au Rwanda. 20 millions. Mais cette fois-ci, l'Union européenne, dans certains pays de l'Union européenne, ont émis des réserves. Et ils n'ont pas voulu qu'on vote dans l'unanimité cette approbation d'envoyer encore un montant de 20 millions au Rwanda pour appuyer l'armée rwandaise. Parmi ces pays qui se sont opposés, il y a la Belgique. Je veux vous rappeler, quelques temps passés, à travers notre plateau ici, nous vous avons dit que la Belgique a mis à la face du monde quelques documentaires sur la gestion de Paul Kagame, sa dictature, ses différentes tueries contre ses opposants en Afrique du Sud et ailleurs. Paul Kagame très mécontent. Et c'est comme ça qu'il s'est même déplacé, il est allé faire l'interview sur France 24. Dans son interview, il est revenu sur la question. Et donc, visiblement, les relations diplomatiques à ce stade entre le Rwanda et la Belgique ne sont pas au beau fixe. La preuve, dans l'Union européenne, parmi ces pays-là qui se sont opposés, qu'on envoie une fois de plus 20 millions à l'armée rwandaise, tel qu'est conclu dans l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda, se retrouve la Belgique. Et la Belgique, à l'occasion, propose même des sanctions contre le Rwanda du fait qu'il est prouvé, comme nous venons de dire pas longtemps ici, c'est le Rwanda qui appuie le M23. Non, mais moi je dis, parce qu'on dit à la Belgique, non, le Rwanda n'appuie pas le M23. Le M23, c'est le Rwanda. Appuyer, c'est comme qui dirait, je vous envoie, je peux vous donner un peu des armes, de matériel, vous allez. Mais ici, c'est que, et les hommes, et les armes, et leurs expressions, il s'agit du Rwanda qui s'est déplacé sur le sol de la République démocratique du Congo. Mais à tout état de cause, Pascal dit, d'une part, je me sens un peu satisfait parce que vous donnez l'impression de comprendre les cris des Congolais. L'impression, je dis bien. Mais de l'autre part, lorsqu'il faut analyser vos prises de position, on ne sait pas comprendre la sincérité de vos actes. Mais nous avançons avec le temps. Je crois que, comme a dit un jour un de nos joueurs, un jour la justice de Dieu, il y en a, ça va arriver un jour. J'évoque
notre dernière question d'analyse. Je reprends la disposition de la Constitution comme je le lis. Tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Aucun individu ou groupe d'individus ne peut utiliser une portion du territoire national comme base de départ d'activités subversives ou terroristes comme l'État congolais, non, contre l'État congolais ou tout autre État. Mais je veux aussi reconnaître, je crois que c'est l'article 9 de la Constitution. Nous, on jongle un peu avec la Constitution. Nous jonglons avec la Constitution. L'article 9. L'article 9 ou 10. Non, c'est l'article 8. L'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte contre, non, à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir des limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi. Ainsi, pour aborder la question en rapport avec le secrétaire permanent du PPRD, Ferdinand Kambere. Lui dégage sa lecture par rapport à cette question de guerre. Ferdinand Kambere dit il veut bien voir le président de la République organiser un dialogue national uniquement sur cette question de l'Est. Est-ce que cette idée est mauvaise? Je crois, à la première lecture de l'expression, on aurait l'impression que c'est une bonne idée. Deuxième question. Voyez-vous le PPRD à ce stade du temps vouloir aider le président de la République à mettre un terme à la guerre? Je dis oui et non. Oui, parce qu'au PPRD, il y a des Congolais. Ceux qui meurent sont aussi des Congolais. Non, parce que parmi les gens qui ont pris les armes, c'est plus les membres qui sont partis du PPRD. Et lorsqu'il faut revisiter les anciens discours de certains responsables du PPRD, et vous allez comprendre que prendre les armes aurait été la dernière solution pour que le PPRD retrouve la respiration. Est-ce qu'à travers l'appel de ce dialogue, ne serait pas une occasion finalement pour le PPRD de retrouver une respiration? Je crois que ça peut être possible. Question de voir la fois passée, avant que Kanyambayonga ne soit récupéré, vous avez senti ici des déclarations, même par le secrétaire général du PPRD, faire comprendre que Joseph Kabila va revenir cette fois-ci pour reconquérir le pouvoir par des voies démocratiques. 2 jours après, c'est Kanyambayonga qui est parti. Est-ce qu'il n'entendait pas avoir le pouvoir par cette voie de la guerre? Je dis ce n'est pas loin. Même les généraux, ceux qui étaient hier, qui sont partis faire la guerre, ici, les John Lumbi, ainsi de suite. Mais pour le PPRD, c'est une aubaine. Difficile aujourd'hui d'entendre un point de vue pointu qui critique le M23, qui critique toute prise des armes par le PPRD en toute réalité. Le PPRD ne critique jamais Corneille Nangaa. Vous n'entendrez pas quelqu'un de PPRD critiquer très sévèrement Corneille Nangaa. Vous n'entendrez pas quelqu'un du PPRD critiquer très sévèrement John Lumbi. Et pourquoi? Vous n'entendrez pas quelqu'un du PPRD en toute réalité critiquer très sévèrement Paul Kagame. Pourquoi? Parce que l'attente est là aussi. Mais s'il faut organiser un dialogue, si je dis bien, et que les gens le disent avec l'âme congolaise, afin de mettre un terme en toute sincérité à ce que nous connaissons comme guerre, je crois que ça ne peut qu'être salué. Il y a d'autres aussi qui parvient de temps en temps, ces derniers temps,
réagir au point de vue de Pascal. Et pourtant, hier, il était membre de RCD, il a pris les armes. Mais aujourd'hui, ici, il s'est transformé en donneur de leçons. Il parle de temps en temps de Pascal. Quand j'interviens, il réagit par des articles. Vous ne pouvez pas réagir par les articles. Dans le contexte où le pays aujourd'hui est attaqué, vous êtes parmi les responsables parce qu'un jour, vous aviez pris les armes contre le pays. Et aujourd'hui, vous voulez vous transformer en donneur de leçons. Qui a oublié? Vous avez tous participé dans cette entreprise criminelle contre le pays. Et donc, si ce dialogue sera pour que nous puissions réfléchir en âme congolaise pour mettre un terme à ce que nous subissons, Pascal, je ne peux que saluer. Une bonne idée peut aussi provenir de l'autre camp. Mais je pense que l'idée n'est pas mauvaise. Mais je veux simplement que du fond de Ferdinand Kambere, qu'il soit plus sincère, comme tout Congolais, qui veut aujourd'hui que cette humiliation cesse. Si c'est dans cette logique, je l'applaudis. Si c'est dans une stratégie politique pour l'atteinte de certains objectifs, je désapprouve alors la démarche. Mais toutefois, lorsque le pays a été attaqué, je crois, avec le M23 en 2012, je m'en souviens à l'époque de Joseph Kabila, il avait organisé les concertations nationales, au moins que j'ai oublié. Je crois que c'est les concertations, au moins que j'ai oublié. Et à l'occasion, on a échangé, on a réfléchi. Mais il y a eu une conséquence par après, je vais vous rappeler. Et après, parce que lorsqu'on convoque les concertations, l'UDPS avait refusé. Le MLC est parti. Et le MLC est parti pour laisser la peau. Les Thomas Loaka, les Germain Kambinga, et beaucoup d'autres sont partis et pour s'accrocher au pouvoir en fragilisant le parti. Ça a failli mourir, le MLC. Parce que Thomas Loaka, à l'époque, il était secrétaire général de MLC. Et lorsqu'ils sont partis, et on les a tendu un piège, ils pouvaient gagner maintenant des postes, ils sont partis, le parti de l'autre côté, parce que Jean-Pierre Bemba n'a pas voulu que ses membres intègrent les institutions, et le parti a failli mourir. Heureusement que Eve Bazaïba va prendre maintenant la commande pour sauver les choses. De l'autre côté, l'UDPS avait refusé. Mais au moins, en fin de compte, nous avons vu, on a fait semblant même alors, parce que Pascal vous a toujours expliqué, lorsqu'on arrive en 2013, les démarches qui ont consisté à faire partir le M23, cette logique a été conçue à travers l'accord 4 d'Addis Abeba, signé le 24 février 2013. C'est dans cet accord, lorsqu'on a dit que les États ne puissent pas appuyer les autres, ou les gens qui prennent les armes contre d'autres pays, et c'est dans ce contexte-là que le Rwanda, se retrouvant seul, stratégiquement, a souhaité d'abord se replier pour bien rebondir. Et pendant ce temps, nous allons activer l'armée. Et en même temps, lui aussi faisait reculer maintenant ses hommes. C'est comme ça qu'on vous parle de temps en temps. Nous arrivons, je crois, c'est en novembre 2013. On va dire nous avons défait le M23. Et vous allez vous rendre compte que ça n'a pas été vrai. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive le 12 décembre 2013, nous allons nous retrouver à Nairobi pour signer les 3 déclarations. Il y avait le facilitateur qui était le président ougandais, Yoweri Museveni, qui va signer. Il y aura la partie M23 qui va signer.
la partie gouvernementale avec les Raymond Tshibanda qui va signer. En présence du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Et ça, c'est en 2023. Mais vous allez vous poser la question. Vous avez déjà gagné la guerre. On gagne la guerre, je crois que c'est le 2 novembre et quelque chose, 2 novembre 2013, on gagne la guerre. Mais comment, après avoir gagné la guerre, vous allez signer les 3 déclarations avec les mêmes personnes que vous avez gagnées? Ça veut dire que le 1-23, on se retrouve maintenant le 12 décembre 2013 à Nairobi, on signe ces 3 déclarations devant le secrétaire général des Nations Unies. Est-ce que vous arrivez à comprendre quelque chose? Dans cette disposition, Pascal vous a toujours dit, quand vous lisez les 3 déclarations, surtout la déclaration de M23, c'est la copie conforme de l'accord signé le 23 mars 2009 avec l'OCNDP. Les 4 dispositions que Pascal a toujours insisté sont revenues. 1. La création d'une zone commerciable à l'Est. 2. Le retour de réfugiés congolais au Rwanda. Dossier qui évoque ces derniers temps. Kagame lui parle de 100 000 Congolais Tutsi au Rwanda et 400 000 Congolais Tutsi en Ouganda. 3. L'intégration politique des acteurs politiques de CNDP et finalement dans cette déclaration de Nairobi, on parle des intégrations politiques des acteurs politiques de M23. Et 4. L'intégration militaire des militaires de M23 dans notre armée. Et cela, comme nous avons toujours dit, pour faciliter les infiltrations. C'est comme ça que les choses se sont décidées la fois passée. Mais attention maintenant. Oui, nous voulons la paix. Nous voulons gagner cette guerre. Mais je pense la seule façon de gagner avec efficacité cette guerre, c'est d'impliquer, bien entendu, les Congolais et de continuer à lutter contre les infiltrations. Ces militaires dangereux sont là. Merci. J'encourage les procès qui s'organisent maintenant contre ces militaires qui ont fui maintenant la guerre ou qui ont quitté leur position au front parce que trahis aussi par leurs commandants dans les opérations, et ces militaires accusés d'être en intelligence avec l'ennemi sont maintenant jugés. Hier, j'avais dit, oui, ils peuvent être jugés, mais juger plus ceux qui commandaient, qui leur demandaient de reculer, qui ne savaient pas les encourager, qui ne savaient pas les renforcer avec le matériel. Les armes alors, bien entendu. C'est ceux-là qu'il faut prioritairement condamner. Parce que ces pauvres, lorsqu'ils se retrouvent sans armes, sans équipement de guerre, l'ennemi arrive, sans appui, vous voulez qu'il fasse quoi? Le choix est clair. En tout cas, merci. Nous sommes à la fin de notre émission que nous avons bien voulu ce jour insister sur 2 points. Le premier, c'est en rapport avec cette question de guerre, avec le jeu de la communauté internationale, mais une certaine incapacité de la perception des choses par nous à pouvoir bien anticiper et discerner leurs différents discours afin de bien comprendre effectivement ce qu'ils pensent sur nous et le jeu qu'ils font sur la République démocratique du Congo. Et en fin de compte, nous avions parlé de cette possibilité d'un quelconque dialogue national, initiative du PPRD. Est-ce que bonne chose, mauvaise chose? Nous avons analysé. Et en fin de compte, nous vous disons merci. On se voit prochainement. N'allez jamais ailleurs. Restez ici. C'est ici que nous devons réfléchir. Pays, autre chose. Ici. Au revoir.